Salam alaikum, Azzoul Fellaoun. Bonsoir. Le pouvoir algérien instrumentalise-t-il l'épidémie de Covid-19 pour réduire au silence ses opposants et se venger des militants du Hirak? Le mouvement populaire qui secoue le pays depuis février 2019, alors que les Algériens ont interdiction de sortir une partie de la journée et sont incités à rester chez eux. Emprisonnement et harcèlement sont devenus quotidiens. La justice et la répression ne se confinent pas chez nous. Et cette période de confinement, les Algériens, le pouvoir en place, activent ces machines de répression et accélèrent la contre-révolution en essayant d'étouffer toutes les voix discordantes. Face à l'urgence sanitaire, la majorité des animateurs du Hirak avaient appelé à un gel de la contestation. La trêve respectée par le peuple n'a pas incité le pouvoir à une désescalade ni à des gestes de clémence envers les militants politiques et journalistes incarcérés pour des faits en lien avec le Hirak. Triste régression, inquiétante déchéance. Le 22 février 2019, des millions d'Algériens sont sortis dans les rues de toutes les villes du pays pour dire non au 5e mandat et réclamer le changement politique avec une alternance démocratique et une démocratisation des institutions de leur pays. Une année plus tard, l'Algérie se retrouve prise en otage par un régime encore plus dictatorial, répressif, violent les droits civiques les plus élémentaires de nos concitoyens. Le constat est amer, mais personne ne peut cacher cette vérité. L'Algérie d'aujourd'hui est pire que celle de Bouteflika. Le régime profite outrancièrement de cette trêve. Les forces de sécurité arrêtent à tour de bras les meneurs et grands témoins. Chaque jour, oui, chaque jour, des militants convoqués par les services de sécurité, d'autres interpellés, manu militari, interrogés, frappés, insultés, humiliés. Ils sont ensuite différés devant les tribunaux qui les placent en détention sans aucune pitié, sans respecter le moindre article de la Constitution algérienne. Plusieurs sites d'information ont été interdits en vertu d'une loi opportunément exhumée, interdisant les financements étrangers. Les activistes, eux, ont promis de reprendre la rue sitôt le virus maté. Gare au réveil. Cette nouvelle dictature qui s'instaure en Algérie brise des familles, fait pleurer des mères laissées orphelines par leurs enfants partis se sacrifier dans les prisons algériennes avec l'espoir de leur combat en faveur de la démocratie en Algérie finira par aboutir. L'Algérie est en voie de devenir une prison à ciel ouvert où le rêve de rire, la critique sont interdits. Interdire, mater et emprisonner, c'est tout un arsenal répressif, mais en exécution pour faire taire toute voix discordante, voix éclairée, échappant à la normalisation en route. Une normalisation nivelée par le bas, ne s'accommodant que de la médiocrité, le larbinisme et la courtisanerie. Si les lois liberticides promulguées à la hâte pour l'occasion ne suffisent plus, il y a les juges croupions et corrompus pour exécuter la sale besogne. C'était l'une des qualités et l'une des spécialités d'Ouihia. Mais il semble qu'elle est contagieuse en ce temps de pandémie et devenir générale. La tâche a été même dédiée à des journaux se disant démocrates et dont les responsables sont devenus des maquignons, se contemplant dans un rôle du service après-vente, d'une marchandise avariée, servie par des relais qui ont fait le bouteflikisme. La récente adoption du projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance portant code pénal en pleine période de confinement de Ramadan interroge sur les priorités du gouvernement à l'heure où toutes les nations réfléchissent à des plans de reprise économique suite aux graves conséquences de la pandémie du Covid-19 sur leurs économies. Je suis plutôt inquiet pour l'avenir de l'Algérie. Nous sommes face à une situation très grave. L'impasse politique et socio-économique est plus que préoccupante. Il s'agit d'un échec
monumentale aux implications massives que doit assumer le régime dans toutes ses expressions. Nous nous trouvons face à une grave crise générale et irrémédiable d'un système en fin de vie. Mais le pessimisme ne doit pas obscurcir la raison, car les perspectives ne sont pas fermées. Le régime a échoué, il a épuisé tous ses leurres et fausses pistes et personne ne peut arrêter la roue de l'histoire. Pour des raisons liées à cette même histoire, l'Algérie indépendante a mis en place un système de pouvoir incompatible avec le principe de la souveraineté populaire qui s'exprime par les élections libres. Au cours de ce système, la hiérarchie militaire refuse que le pays se donne un chef d'État, qu'il soit issu des partis, des syndicats, de l'université ou même des rangs de l'armée. Fort de la légitimité populaire, elle veut que le personnel qui dirige l'État soit choisi par les appareils de sécurité et non par le corps électoral. C'est le système que le Hirak veut démanteler. Le pourra-t-il? Ce que l'histoire fait, l'histoire le défait. Notre titre aujourd'hui, Algérie, du répressif au tout répressif. Donc c'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi dans cette émission Yahya Bounoir via Skype qui est avec nous, journaliste, militant politique et militant des droits de l'homme. Yahya Bounoir, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, et c'est toujours avec plaisir. On aura aussi d'avoir avec nous Maître Salah Debbouze, avocat défenseur des droits de l'homme. Maître Salah Debbouze, marhaba bik, bonsoir.
Marhaba, bonsoir Nasser, à toi, à tes invités et aux téléspectateurs. يعطيك الصحة. On aura aussi Mustafa Marzouzi, journaliste militant politique depuis l'Algérie. Mustafa Marzouzi, bonsoir. Marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à toi Nasser, bonsoir à tous les invités, aux téléspectateurs. Je vous dis Sahar Bankom. Yatik Saha. Sahar Mdankoum. On aura aussi, on espère qu'on va avoir avec nous dans la deuxième partie de cette émission, Maître Mustafa Bouchachi, avocat défenseur des droits de l'homme. Mais je vais commencer cette émission avec vous, Yahya Bounouar. Alors, on a vu ces dernières semaines, bien sûr, la rencontre de Tebboune avec les journalistes que beaucoup d'observateurs ne comprennent pas ce qui est venu, bien sûr, dans cette rencontre. On n'a pas, bien sûr, parlé des prisonniers politiques, on n'a pas parlé d'emprisonnement de journalistes, mais par contre, on a dit que la raison pourquoi ces journalistes ont été emprisonnés, parce qu'ils étaient liés à des financements étrangers. On est toujours donc dans cette logique, Yahya Bounouar, de ce que disait le Gaïd Salah quand il était vivant, toujours donc cette main étrangère, toujours le discours de la haine. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de la recrudescence de cette répression et qui fait peur aux Algériens? Il y a le fond et il y a la forme. Dans le fond, les généraux ont décidé de traiter le Hirak et cette révolution par les moyens sécuritaires, par la répression. Ça a commencé, ça ne s'est jamais arrêté. Il y a eu un petit interlude entre fin décembre et début janvier, quelques libérations, puis tout de suite ils ont arrêté ça. Donc ça, et ils vont continuer, et on le voit aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, les 2 militants qui étaient arrêtés à Timimoun viennent d'être mis en mandat de dépôt. Alors que ces 2 militants, évidemment, ils ne reçoivent de financement ni de l'extérieur, ni rien du tout. Et puis, il y a la forme, et on a constaté cette fois-ci, de manière claire, même si on le soupçonnait, que Tebboune a endossé le discours des généraux sécuritaires et se met à parler comme celui qui l'a mis à la présidence, comme Gaïd Saleh, à justifier les arrestations, à mentir et accuser les uns et les autres. Donc on est passé de Chevima de Gaïd Saleh à Yerouhou Sifarat et ainsi de suite. Il parle comme un officier de police qui suivait quelqu'un pour voir où il est entré, où il est parti, alors qu'il n'a pas le niveau d'un chef de l'État. C'est quelqu'un qui est en prison, qui n'a pas les moyens de se défendre, à la télévision, un chef de l'État qui est censé donner la vision du futur pour le pays, rassembler les gens. Il fait exactement l'inverse, ce qui nous révèle qu'il a totalement basculé du côté des généraux sécuritaires et qu'il est là simplement en façade civile pour justifier la politique sécuritaire des généraux. On n'est plus dans la politique, personne ne fait politique en Algérie. La seule réponse qu'il y a à cette magnifique révolution, c'est la répression, encore la répression et encore la répression. Mais je dois le dire aussi, cette répression ne réussira pas. Mais pourquoi, Yahya Bounouar, pourquoi donc, pourquoi la répression et la répression? Pourquoi donc le retour de cette répression? Lui qui l'avait parlé, il a parlé même d'une nouvelle méthode de gouvernance, il a parlé d'une nouvelle Algérie. Mais on constate que cette nouvelle Algérie, ce n'est pas la nouvelle Algérie que les Algériens veulent, que les Algériens sont sortis depuis plus d'une année. C'est une Algérie qui est toujours dans le tout sécuritaire et c'est très inquiétant. Oui, c'est très inquiétant. Alors, il y a 2 possibilités. Ou pendant un moment, il a cru qu'il pouvait faire des choses un peu comme Ben Saleh avant lui. Et puis les généraux lui ont dit « stop, tu t'arrêtes ».
où il a joué la comédie. Je rappelle qu'il a reçu des personnalités politiques, Hamrouche, Ben Bitour, Sofiane Gilali et d'autres, et qui ont dit qu'il allait faire des mesures d'apaisement. Exactement, le discours, le communiqué du 25 juillet de Salah, qu'avait détruit le 30 juillet, 5 jours après, Salah, en disant qu'il n'y aura rien du tout. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Dans quelques jours, il a cru. Et puis, ils ont dû lui dire, maintenant tu t'arrêtes, tu vends ce qu'on fait, tu couvres ce qu'on fait. Et voilà. Et quand on voit Ammar Belhim, qui a vendu son honneur et sa conscience, encore faudrait-il qu'il en ait eu, et qui aujourd'hui, son travail consiste à justifier toute la répression des généraux. Ils ne sont pas que pour justifier la politique de répression décidée par les généraux sécuritaires. C'est dommage, ça restera écrit dans l'histoire. Et tant pis pour eux, parce que je vais le dire, j'ai pas dit tout à l'heure, échoué, pour une raison très simple. La politique de répression qu'ils sont en train de mettre en place et d'appliquer, elle était valable avant le 22 février. Quand on était 50, 100, 200 militaires. Aujourd'hui, c'est en centaines de milliers de personnes. Dès que la crise du corona va se terminer, des millions de personnes vont descendre dans la rue. Qu'ils aillent les arrêter. Qu'ils aient arrêté la vague qui déferlait tous les vendredis de Babeloued. Qu'ils aillent arrêter. Qu'ils aillent arrêter les gens qui portaient tous les vendredis de la mosquée Al-Rahma à Alger. Très bien. Qu'ils aillent arrêter. Qu'ils aillent arrêter la vague à Oran, à Constantine, à Adaba. Et je ne parle même pas de Tizi Ouzou et Djaïa. Ils sont agro, ils profitent de la pandémie et du ramadan pour intimider les uns et les autres. Yahya Bounoir, on va juste essayer de rétablir avec vous la connexion. Il y a un petit souci pour comprendre ce que vous êtes en train de dire. On va essayer de rétablir la connexion. Restez avec nous. Salah Debbouz, je passerai à Salah Debbouz. Salah Debbouz, marhaba bik, mara thania, marhaba bik, et merci d'avoir accepté notre invitation. Maître Debbouz, quand on voit, surtout ces dernières semaines, la recrudescence de cette répression et surtout des militants qui se font jeter en prison pour avoir peut-être dit des choses qui ne plaisaient pas au régime. Comment vous voyez les choses et comment vous voyez les choses évoluer, surtout qu'on doit faire face à cette pandémie. Les Algériens sont en plein confinement, ils essayent de faire face donc aux risques sanitaires, mais le régime, malheureusement, de l'autre côté, essaye de profiter de ce temps de pandémie pour régler ses comptes avec les hirakistes. Alors, actuellement, en Algérie, on fait face à deux problèmes graves. Un problème sanitaire et le régime politique. Bon, on peut s'occuper du régime politique après le problème sanitaire parce qu'il s'agit d'une crise mondiale qui touche profondément les Algériens. Je crois qu'on est le premier pays touché en Afrique. Mais quand vous dites, Salah Debbouz, qu'on doit s'occuper d'abord du problème sanitaire, après on passera au problème politique. Mais le régime, il ne le voit pas de cette façon. Le régime, au contraire, il est en train de tout faire dans cette crise sanitaire pour asseoir encore plus son pouvoir et surtout pour accélérer cette répression. Le régime, il est dans son rôle. Il aurait fait ça même sans le corona et sans le confinement. Le régime arrive au bout de ses possibilités de gouverner. Il faut savoir que nous sommes l'un des rares régimes au monde conçus selon les principes de l'après-deuxième guerre mondiale. C'est-à-dire un régime militaro, il est basé sur l'armée et le renseignement. On est l'un des rares pays à faire ça. C'est-à-dire, quand vous entendez Tebboune dire nous mettons des journalistes parce qu'ils reçoivent des financements de l'étranger, alors que vous avez des dispositions dans le code pénal
qui punissent la trahison et qui définissent c'est quoi la trahison. C'est de vendre une information d'importance suprême qui peut toucher à l'intérêt de l'Algérie sur le plan économique, sécuritaire ou diplomatique. Si vous êtes journaliste et que vous travaillez pour un organisme étranger et que vous êtes payé pour le travail que vous faites et que vous ne touchez pas à ces secteurs stratégiques de l'État, vous ne pouvez pas être mis en prison pour ça. C'est des décisions politiques qui n'ont aucun fondement légal. Sans parler du fait que Tebboune viole le principe de la présomption d'innocence. Il condamne ces journalistes pour avoir reçu de l'argent de l'étranger, sans savoir dans quelles conditions ils reçoivent cet argent. Et il veut nous faire oublier qu'au lieu de s'occuper des gens qui reçoivent de l'argent de l'étranger, il valait mieux s'occuper des gens qui ont fait fuir des capitaux vers l'étranger. Et il faudrait qu'il se rappelle qu'il nous avait dit avant, pendant la période électorale, avant qu'il soit installé comme président, pendant ce qu'ils ont appelé la campagne électorale, il avait dit qu'il savait où se trouvait l'argent. Il avait même dit que ça dépassait de très loin la somme de 10 milliards de dollars. Donc, le plus important maintenant pour moi, ça ne m'étonne pas que le régime agisse de cette manière. Et peut-être même, il va encore, quand on va sortir après le confinement, il va peut-être aller à d'autres moyens encore plus violents. Il va faire des choses. Pourquoi ? C'est très simple. Il ne s'agit pas de la bonne volonté de ce régime. Il ne s'agit pas d'un profil de personne, qu'il soit Ouihia ou Tebboune ou Gaïd Salh ou Chingriha ou quoi que ce soit. Il s'agit ou qui que ce soit, il s'agit de la nature du régime. Ce régime, il est dans l'incapacité de prendre en charge les problèmes sociaux, politiques, culturels, toute forme de problème des Algériens. Il ne peut pas faire ça. Et comme il s'assoit sur d'énormes moyens financiers et militaires, donc il utilise ces moyens pour rester là où il est. Et de l'autre côté, il ne peut pas résoudre les problèmes des Algériens parce qu'il ne sait pas le faire. Il n'est pas conçu pour résoudre ces problèmes. Et la nature du régime elle-même, c'est elle qui fait que ce régime-là, qui est un peu, il est très mystérieux. On ne sait pas où se prennent les décisions. On sait qu'il y a un service de renseignement, mais on ne sait pas qui décide. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez être le chef de ces services de renseignement. Le lendemain, vous pouvez être mis en prison par d'autres. Donc, cette nature très mystérieuse de ce régime, eh ben, elle coopte des profils qui conviennent à la mission. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être président de la République si vous n'êtes pas Tebboune, ou vous ne pouvez pas être Premier ministre si vous n'êtes pas Ouihia. Très bien. Et il faut des gens comme ça pour faire marcher ce régime. Mais sinon, on ne peut pas. Maintenant, moi, ce qui m'étonne de la part de certains, c'est de dire que bon, Tebboune, il n'a pas fait ça. Maintenant, il va avec les autres et au lieu de. Mais il ne peut pas. Il est coopté. C'est un profil qui convient à ce genre de régime. Très bien. Restez avec nous, Salah Debbouze. Maître Debbouze, restez avec nous. Donc, vous dites que c'est un profil qui
qui fait l'affaire donc de ce régime. Mustafa Mazzouzi, qui est avec nous, journaliste militant politique. Mustafa Mazzouzi, quand on voit un peu ce qui se passe maintenant en Algérie et quand on voit le discours de Tebboune ou ses déclarations, bien sûr les agissements qu'on voit maintenant des forces de sécurité, arrêter bien sûr des journalistes, arrêter des militants politiques, on se dit que c'est du copier-coller, on a vu ça avec le Gaïd Salah. Je vais essayer de vous faire entendre cette vidéo de ce passage de Gaïd Salah quand il était bien sûr chef d'état-major, et après je vous donnerai la parole. On essaie d'écouter le Gaïd Salah, ce qu'a dit des Algériens qui sortaient chaque semaine pour demander un vrai changement. أن يتم دفع بعض الجزائريين نحو المجهول من خلال نداءات المشبوهة الظاهرة التغني بالديمقراطية وباطنها جر هؤلاء مغرر بهم إلى مسالك غير آمنة بل غير مأمونة العواقب مسالك لا تؤدي حتما إلى خدمة مصلحة الجزائر ولا لتحقيق مستقبلها المزدهر. Mustafa Mazzouzi, Gaïd Salah parlait de l'Mugharrar Bihim, et maintenant on est en train de parler du financement étranger, d'un ennemi, on ne sait pas il s'agit de qui. Qu'est-ce qui se passe, Mustafa Mazzouzi? Eh ben, vous le dites si bien, Nassar, la situation en Algérie, sur les plans politiques, social, économique, je peux dire qu'elle est pire que celle d'avant la révolution du 22 février. Je peux dire que rien n'a changé, au contraire, ça s'est empiré. Malgré cette extraordinaire mobilisation des Algériens et des Algériens pour faire partir ce régime mafieux, ce régime assassin, on constate malheureusement que le système a réussi à se régénérer. Eh bien là, je dis que naïfs sont ceux et celles qui avaient pensé, par exemple, que Tebboune allait incarner le changement. Le constat aujourd'hui et les faits, rien n'a changé. Au contraire, les mêmes pratiques qui ont existé depuis 1962 jusqu'à la révolution du 22 février sont toujours de mise. Et même après l'élection forcée de Tebboune, ça n'a rien changé. Au contraire, on assiste aujourd'hui à des pratiques semblables à celles du régime Bouteflika, peut-être un peu plus de répression, je dirais, parce que du temps de Bouteflika, qu'on le veuille ou pas, il y avait quelques fenêtres. Concernant par exemple l'arrestation des journalistes, avec la décision en fait de mandat de Bouteflika de dépénaliser le délit de presse, maintenant Tebboune et son pouvoir n'ont même pas besoin de chercher des chefs d'inculpation pour les journalistes. Pas-il maintenant de jeter en prison? Je parlerai par exemple de l'entrevue de Tebboune accordée à certains directeurs de médias, où vraiment c'était un ratage médiatique inouï. C'est-à-dire que au lieu de parler, au lieu au moins de positiviser à la veille de la journée mondiale de la liberté de la presse, au contraire, il a enfoncé les journalistes arrêtés. Il est signé du cas de Khaled Dararni qui a traité de Khbardi. Voilà ce qu'on a pris du régime post-22 février, Nassar. Des propos indignes. On a vu le Farseta, Cherjana, le Khbardi, tout ça, je m'excuse, c'est dégueulasse. Aujourd'hui, je pense que le constat est fait à Nassar. Ce n'est pas le moment des lamentations. Comment agir et comment riposter à ce grand retour, je dirais, de la dictature?
C'est malheureux quand vous avez un régime qui met un terme à la liberté, je pèse mes mots, il met un terme à la liberté d'expression. C'est un recul inouï. À l'heure de Tebboune, on rentre facilement en prison pour un post sur Facebook, par exemple. Nous avons vu des Facebookistes faire des constats, par exemple, sur la situation économique et sur la gestion de la crise du coronavirus. Ils sont condamnés à 18 mois de prison. Et l'Algérie nouvelle, telle qu'imaginée par le nouveau clan au pouvoir, c'est malheureux. C'est un discours qui tolère, c'est un pouvoir qui tolère le discours de la haine, du régionalisme et même du racisme. Ainsi donc, au moment où ceux qui ont déclaré leur allégeance au pouvoir et distillé un discours haineux sont dehors, à l'exemple de l'ex-directeur de la culture qui toute honte but a s'arrêter à Ben Ramadan de traite, et libre, les Naïma Salhi, les Mordil Khtel, les Oussama Wahid et bien d'autres bénéficient d'une protection au lieu. Et le contraste des journalistes tels que Khalid Rarni, Kadeb Nahmar, soit emprisonnés, soit interdits d'expression. Quand vous avez un pouvoir qui censure une série humoristique de Youssef Khayous, vous savez à qui vous avez affaire à Nassar. Très bien. Restez avec nous, Mustafa Maazouzi. Je ne sais pas si on a avec nous Yahya Bounoir. Yahya Bounoir, je reviendrai à vous. Je pense qu'on a un petit souci avec l'image. On va essayer. Yahya Bounoir, pourquoi? C'est dans quel but donc ces méthodes de ce retour à la répression, du tout répressif? Est-ce que le régime vise le Hirak? Est-ce qu'il est inquiet du retour de Hirak après la fin de cette pandémie, sachant que les Algériens veulent être rassurés, bien sûr, à cette crise sanitaire, mais aussi à cette situation économique qui les attend, après juste donc, cette pandémie. On parle d'une crise économique très, très difficile. C'est quoi le but donc, de ce tout répressif du régime? Yahya Bounoir, est-ce que vous m'avez entendu? Yahya Bounoir? Non, je pense qu'on a perdu Yahya Bounoir. Salah Debbouz, je vais revenir à vous, espérant qu'on va rétablir la communication avec Yahya Bounoir. Salah Debbouz, est-ce que vous avez entendu la question? J'aimerais avoir votre réponse, si c'est possible. J'aimerais que vous me la répétiez parce que je n'étais pas concentré sur la question. Très bien. Donc, c'est dans quel but le régime est revenu au tout répressif alors que les Algériens demandent un vrai changement? Est-ce qu'il a peur du retour donc, de ce Hirak? Beaucoup d'Algériens parlent du retour du Hirak en force après cette crise sanitaire, sachant que les Algériens veulent être rassurés aussi par rapport à cette situation économique qui est catastrophique. Alors, premièrement, il faut savoir qu'on oublie souvent que le régime lui-même n'est pas cohérent et il n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'il y a un conflit à l'intérieur du régime. Il y a cette forme de combat entre les différents clans et, comme on dit en arabe, c'est un clan qui l'emporte et qui impose sa façon de voir. Donc ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que le régime a essayé, avec l'installation de Tebboune, de donner l'impression qu'il va y avoir un nouveau souffle. Et tout de suite, vers les premiers pas, c'était déjà l'échec total. Ils ont installé une commission, je ne sais pas dans quel cadre, pour faire proposer des amendements de la Constitution. Et nous avons vu
la démission d'un des experts qui était désigné en contestation de la façon de faire. Et il a quitté, il a claqué la porte, il a quitté. Et je pense que ce projet de l'amendement de la Constitution est à jeter aux oubliettes pour le moment. Parce que le projet de la Constitution Tebboune, en fait, c'est la constitution du groupe au pouvoir, mais ce groupe au pouvoir n'est pas encore d'accord sur le modèle à imposer au peuple. Et c'est pour ça qu'ils ont jeté aux oubliettes. Pendant le Hirak, avant même l'installation de Tebboune, moi j'étais en Algérie, j'étais à Alger, j'entendais parler d'une mouture de constitution qui consacrerait une régionalisation un petit peu de l'Algérie, calquée sur les régions militaires qui seraient reproduites avec des régions administratives et que le pouvoir central allait un petit peu reculer au profit de cette forme de régionalisation. Donc apparemment, c'est un clan du pouvoir qui voulait imposer ça, et c'est un autre clan qui a vu que ça ne convenait pas à la nature du régime et qu'il fallait garder peut-être cette forme ou faire une autre forme un peu plus radicale ou je ne sais pas quoi. Donc on est face à ce conflit dans le pouvoir qui va être gêné par le Hirak si le Hirak reprend son expression. Parce que moi je suis parmi les gens qui disent que le Hirak ne s'est pas arrêté, il a juste arrêté de s'exprimer par les marges. Très bien, très bien. Restez avec nous, Salah Debbous. Je reviendrai à vous, Yahya Bounoir, et de retour. Yahya Bounoir, est-ce que vous m'entendez? Allô? Yahya Bounoir? Oui, oui, je vous entends. Très bien. Yahya Bounoir, je vous ai posé une question. Je ne sais pas si vous m'avez entendu avant, mais... Oui, oui, oui. Très bien. J'ai entendu une partie. Une partie. Donc je voulais juste aussi poser une deuxième question, si c'est possible, Yahya Bounoir. On nous parle souvent, bien sûr, ce régime parle souvent d'ennemis qui est invisible, mais le vrai ennemi dont beaucoup de pays ont parlé, c'est le Covid-19, c'est cette crise sanitaire, c'est la crise économique qui va souffler, qui va faire mal, très très mal à notre pays. Pourquoi on ne parle pas de ces ennemis, on parle d'un ennemi qui est invisible? Tout simplement, c'est la nature du pouvoir. Si pour tous les pays du monde, il y a une crise sanitaire et une crise économique et forcément sociale qui arrive et que chacun essaie de son côté, à sa manière, de se préparer pour que ça fasse le moins de dégâts possible, nous, en face, on a des généraux sécuritaires qui ne savent faire que de la sécurité et que des mukhabarat. Et pour eux, l'objectif, l'ennemi principal, c'est l'aspiration de cette jeunesse à la démocratie et qui va mettre fin à leur régime. La crise sanitaire, pour eux, c'est une aubaine. D'ailleurs, ils en profitent pour arrêter les gens et les mettre en prison. La crise économique et sociale, ce n'est pas du tout leur souci. Ils s'en tamponnent totalement. La seule chose qui les intéresse, c'est sauver le régime, parce qu'ils sont à la tête de ce régime. Ils ont protégé Bouteflika pendant 20 ans, et maintenant, ils ont l'intention de protéger Tebboune. En contrepartie, celui-ci justifie tous leurs crimes, justifie leur répression, et c'est ainsi depuis 62. Ils ne pensent qu'à une seule chose, sauver le régime. Mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. Mais comment expliquer, Yahya Bounoir, toutes les personnes qui disaient qu'il faut donner du temps à Tebboune, bien sûr qu'il y a eu des rencontres avec Tebboune, des personnalités politiques, même qui faisaient partie de l'opposition, si on peut les appeler ainsi, et qui disaient qu'il y a des signes positifs, qu'ils ont vu des signes positifs, que les choses vont dans le bon chemin par rapport
aux demandes des Algériens au changement. Alors qu'on est en train de voir tout à fait le contraire. Même Ben Saleh, qui n'avait aucune légitimité, qui avait dépassé les 90 jours. Le mois de juillet, il a reçu Karim Younes et une délégation, parmi eux Ammar Belhaimer, et que Ben Saleh avait dit qu'il allait mettre en place des mesures d'apaisement. La présidence de l'État avait publié un communiqué de 2 pages que le monde entier, toutes les chancelleries ont lu, selon lequel il allait prendre des mesures d'apaisement, ouvrir les médias, ouvrir la pratique politique et élargir les quelques prisonniers qu'il y avait à ce moment-là. Mais 5 jours après, Gaïd Saleh est sorti dans le fameux discours du 30 juillet pour dire il y a Makinch, ni les prisonniers, ni l'apaisement, ni rien du tout. Et apparemment, rebelote, c'est-à-dire qu'entre fin décembre et début janvier, il y a eu quelques apaisements avec quelques libérations, dont Bourga et quelques-uns. Puis, quelques jours après, hop, ça suffit, fin de la partie. On est revenu aux arrestations et on continue. Et là, on a rajouté encore le code pénal. Et aujourd'hui, les 2 jeunes de Timimoun viennent d'être placés sous mandat dépôt. Les 2 militants de Timimoun, vraiment, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pauvres malheureux. Enfin voilà, ils sont ils ont laissé croire ou fait croire. Je ne sais pas si Tebbouni a cru ou s'il s'est moqué de Sofiane Djilali, Mouloud Hamrouch. Mais bon, Mouloud Hamrouch n'a rien dit. Ben Bitour n'a rien dit. Le dindon de la farce, c'est Sofiane Djilali, qui est sorti dire ça y est, c'est bon, il va y avoir. Et finalement, il y a l'inverse. Et il y a pire que l'inverse. Sauf que tout cela va échouer. Parce que cette politique de répression était valable avant le 22 février. Avant le 22 février, il y avait quelques dizaines, quelques centaines de militants et on pouvait facilement casser le mouvement en les mettant en prison. Aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers. Moi, qu'est-ce qu'ils vont faire? La crise du corona va se terminer bientôt. Ramadan va se terminer. Et le premier vendredi après la crise du corona, la vague qui va déferler de Bab el-Oued, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? La vague qui va déferler de Masjid Rahma, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les vagues de Oran, Annaba, Constantine, Borj Bouaririj, Tizi Ouzou, Bjaya et j'en passe? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien, tout ceci va échouer. Nous sommes dans une période révolutionnaire. La raison, la sagesse aurait voulu qu'on s'occupe de cette période par de la politique, en réfléchissant politiquement, en répondant de manière sincère aux aspirations des jeunes et de cette jeunesse qui veut vivre dans la démocratie, dans la dignité, dans la liberté. Au lieu de cela, ils font l'inverse, répression, arrestation, tout cela va voler en éclats. Vous parlez de la crise économique qui vient, on y est déjà à la crise économique. Hier, ils ont annoncé la diminution de 50% des frais de fonctionnement de l'État. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Ils sont déjà dans la crise économique. Donc, ce qui va s'ajouter à la crise politique et qui s'ajoute à une crise civilisationnelle, à une crise du civisme. Donc, ces gens-là n'ont pas compris que c'est le moment, s'il y a une opportunité historique pour ce pays, c'est d'écouter enfin son peuple et de passer ensemble ces crises et pour sortir dans des lendemains meilleurs. Très bien. Ces gens-là n'ont pas compris, vous dites, Yahya Bounoua. On a un petit passage, donc une petite vidéo de là où Kamel Ben Saleh, qui est bien sûr du chef du parti PRA, qui dit des choses hallucinantes. Bien sûr, il accuse des étudiants de l'université de Tizi Ouzou ou de Bjaya qui sont à la solde de l'étranger. On l'écoute. بؤر للمال الفاسد ومصالح لدول أجنبية وراء بعض الاحتجاجات بهذه العبارة تكلم الرئيس بالأمس. بالفعل احنا يعني شفنا يعني منذ انتخاب رئيس الجمهورية يعني في الميدان احنا في اتصال طبعا مع المجتمع المدني مع حتى عندنا اخبار على مستوى ولايات على مستوى دوائر على مستوى دوائر وزارية يعني عرقلة كبيرة يعني تعرض لها رئيس الجمهورية البرنامج نتاعو مناورات تشكيك اشاعات في الفيسبوك. وطبعا احنا نقول لك معلومه اني انا انتقلت عده مرات في الاونه الاخيره قبل هذا المرض رحت الولايات بجايه وخاصه تيزي وزو اللي رحت عده مرات وتلاقيت مع ناس فاعلين في المجتمع تاع تيزي وزو
وين شفنا يعني أخبار مؤكدة يعني حتى بأسماء من هناك طلبة يتقاضون أجور من دول أجنبية من أجل خلق البلبلة، من أجل التظاهر، من أجل خلق الفوضى في الجزائر. طلبة يعني مجموعة كبيرة من طلبة، يعني عندي العدد وحتى القائمة الاسمية، يتقاضوا ما بين 40,000 إلى 60,000 راتب شهري وهو طالب في الجامعة، من أجل أنه يكسر المشروع نتاع الجزائر، من أجل خلق الفوضى، من أجل تدمير المشروع نتاع الرئيس. فهناك حتى مسؤولين في الإدارات. اليوم رئيس الجمهورية راه يقوم بتغييرات وراه يصلح في الأمور يوم بعد يوم، وراه يرتب في أموره، عنده كل المعلومات، يعني مطلع على كل الأشياء، وهذا هذا شيء إيجابي. فيعني هناك طبعا عرقلة واضحة، وللأسف الشديد هناك اتصال بدول أجنبية بسفارات أجنبية. يعني في الجزائر يعني لما تشوف جزائري في بلاده ويروح يتصل بسفارة أجنبية ويعني نقول أنه يوصل معلومات إلى سفارات أجنبية، يتعامل مع سفارات أجنبية ضد بلاده، فهذا شيء خطير جدا جدا جدا. ولهذا رئيس الجمهورية طلب العون من. Très rapidement, Yahya Bounoual, quand on entend des déclarations comme on vient de l'entendre, on se dit vraiment, ces gens-là, ils vivent où? Monsieur, en tout cas, n'a pas été attisé aux zones à Abjaya, comme il le dit, هذا كذب، هذا عميل مخابرات. هذا كان العهد الخمسة مع بوتفليقة جهرا بأوامر من المخابرات، وهذا الكلام راه يقول فيه المخابرات اللي قالوا له يقولهم، كما انه المخابرات اللي قالت التبون باللي خالد راني راح للسفاره. يعني سي بور سا كوني توجور دون لو سيكوريتير، يا دي زوفيسيي ضباط مخابرات خدمتهم مخابرات وليس السياسه وليس الاقتصاد وليس الثقافه، مخابرات. هذو عملاء المخابرات، هذا عميل صغير تاع المخابرات. ولكن للاسف تبون اصبح عميل للمخابرات، بالحمر اصبح عميل للمخابرات. الدوله راهي تسير فيها مخابرات ويستعملوا في هذه العملاء ليبروا عملهم المخابراتي. هذا عميل صغير تاع المخابرات. هما قالوا له قول هذا الكلام وما تخافش رانا هنا، كما قالوا له دير العهده الخامسه، وكان يطبل للعهده الخامسه يعني اسبوع قبل 22 فبراير. هذو عملاء يعني ما نتكلموش معاهم، حنا نتكلموا مع سيادهم وهما جنرالات المخابرات. راكم تديوا البلاد للهاويه وما تقدروش على هذه الثوره، راح تنحيكم. هذا العمل تاعكم ما يستطيع يدير حتى شيء، لانه الجزائر في ثوره توقفت. ماوش توقفت الثوره، توقفوا المسيرات على جال الكورونا، راح ترجع المسيرات اكبر بكثير من ما كانت، وروحوا حبسوها. Très bien, restez avec nous, Yahya Bounoual. Moustapha Marzouzi, comment évaluer ce qu'a dit Kamel Ben Salem, bien sûr, qui est chef de parti PRA? C'est des déclarations qui nous font penser qu'on est dans les années où il y avait les pires, les pires, où il y avait vraiment des dépassements au niveau de la liberté d'expression. On se dit vraiment, on est revenu en arrière, alors que les Algériens n'arrêtent pas de sortir et de dire qu'on veut une nouvelle Algérie. Comment vous voyez les choses, Moustapha Marzouzi? D'abord, je m'indigne contre les propos tenus par le président autoproclamé du PRA, un micro-parti, président d'une association à caractère politique. Cette déclaration, Nassar, prouve qu'il besoin est que la classe politique en Algérie est en phase de décomposition avancée. Surtout les partis appelés Ahzab al-Moualat, dont fait partie ce CIE, dans un état de droit, dans une nouvelle Algérie, entre guillemets, ce chef de parti devait être jeté en prison parce qu'il a incité les Algériens à violer la Constitution en appelant à soutenir un 5e mandat. Malheureusement, il bénéficie, comme l'a dit mon confrère, il bénéficie des largesses du pouvoir, il bénéficie des largesses du service. Sinon, il n'aurait jamais déclaré, surtout, je tiens à démentir ces informations
infamante où il indexe encore une fois la Kabylie, parce que il aura beau chercher en Kabylie, il ne trouvera jamais des étudiants qui vont vendre leur âme au diable pour la modique somme de 40 000 à 60 000 dinars, pour la simple raison que le nationalisme et le maître mot, donc c'est un jeu rebelle. Donc il est en train de faire de la politique de prestige pour plaire à Tebboune et à Sissil. Donc c'est dommage, parce que voilà des gens qui sont dangereux pour l'unité de l'Algérie. On parle d'espionnage. Là, c'est malheureux. Quand on dit que Khaled Brahmi a été arrêté parce qu'il donnait des informations à l'ambassadeur de France en Algérie, j'ai envie de rire et de pleurer à la fois à Nassar. Vous pensez qu'un ambassadeur d'une capitale occidentale comme la France aura besoin du service d'un journaliste qui lui-même ne peut avoir l'information sur la gestion du pays pour avoir des informations capitales qui touchent à la sécurité du pays? N'importe quel Algérien ne fera jamais ça. Alors, après le discours de la main de l'étranger, maintenant, c'est la mode. Maintenant, c'est le pays de l'étranger. C'est pas la main de l'étranger. Donc, c'est arrêtons. L'heure est grave à Massa. L'heure est grave. Arrêtons de faire les constats. J'ai entendu mon collègue avec lequel je ne partage pas une partie de son analyse. C'est pas avec les marches du vendredi, encore une fois, que nous aurons le courage et la volonté et surtout l'abnégation pour continuer. Il faut maintenant réfléchir. Il faut maintenant penser à structurer la révolution. Je ne parle pas du Hirak, parce que jusqu'à maintenant, nous avons rien fait. La preuve, nous avons reculé. J'ai l'impression que ces marches du vendredi, non seulement sont insuffisantes, mais ça travaille maintenant pour le pouvoir. Donc, après le corona, Inch'Allah, il faut faire une vraie révolution pacifique. Il faut faire des sacrifices, comme on l'a fait durant le confinement. On s'est sacrifié. Maintenant, c'est au peuple algérien de sortir dans la rue sans arrêt pour faire partir cette mafia. Très bien. Restez avec nous, Moustapha Marzouzi. Salah Debbouz, Moustapha Marzouzi dit l'heure est grave et qu'il faut réfléchir, bien sûr. Beaucoup d'Algériens pensent, bien sûr, au retour de cette révolution, de ce Hirak. Mais pour l'instant, le régime, il est en train de profiter de cette crise sanitaire. On a entendu Tebboune parler bien sûr du voisin, de la Libye, ce qui se passe en Libye et tout ça, et qu'il dit qu'il faut aux Libyens de parler et d'essayer de trouver une issue à travers bien sûr la volonté populaire. Mais malheureusement, ce qui se passe chez nous, c'est tout à fait le contraire. On essaye d'écouter ce qu'a dit Tebboune par rapport à ce qui se passe en Libye. Après, on revient à vous, Salah Debbouz. عندنا الحل تاع السي ان تي، مجلس وطني مؤقت، يخرج حكومه مؤقته ويدخلوا في الشرعيه بعد الانتخابيه ويدخلوا في هذه، وسهله. كل القبائل الليبيه قابله الحل الجزائري. كل شكون اللي ما يساعدوش هذا؟ الجزائر قلبها مع ليبيا وصوتها لليبيا، نعاونوا بالشيء اللي قدرنا عليه. الاخر يقتل والاخر يقتل، في اخر المطاف ترجعوا للطابله وتتفاهموا وتمضوا مع بعض. اذا عاجلا احسن من اجلا. tu limites les dégâts. تفاهموا في بعضكم بعض. تفاهموا في بعضكم بعض. L'Algérie toujours elle a une solution donc pour les autres, mais quand ça concerne sa politique intérieure, bien sûr, on n'a pas de solution. On essaie de continuer dans le même système. On n'écoute pas les Algériens qui demandent un vrai changement. Qu'est-ce que vous en pensez, Salah Debbouz, de ces déclarations? Alors, ce que j'en pense, c'est que l'Algérie a perdu toute influence sur la Libye. C'est-à-dire, elle est exclue de toute solution, de participation à toute solution. La Libye est devenue un champ de bataille de puissance régionale. Ce sont les Libyens qui le disent. Moi, j'ai rencontré des Libyens ici à Bruxelles et ils m'ont expliqué que ce qui se passe en Libye,
c'est une bataille par procuration de puissances étrangères occidentales financées par des pays du Golfe. Alors avec des rôles de l'Arabie Saoudite, des Émirats, de l'Égypte et l'influence de la France. Il y a aussi le rôle de la Turquie, même un peu de la Russie, et les Américains, ils ont un mot à dire, mais l'Algérie n'a absolument aucune influence sur la Libye. Ce que dit Tebboune, ce n'est qu'un discours vide, creux, c'est la langue de bois. Quand vous dites à deux qui se chamaillent, tu fais un mot. Ben, c'est normal, tu fais un mot, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu peux faire si tu fais un mot? La question, elle est là. Moi aussi, je peux le dire. Les Israéliens, les Palestiniens, ça serait bien qu'ils te fassent un mot. Le cas, il te fait un mot, le problème sera réglé. Et est-ce que j'ai fait quelque chose? Je n'ai rien fait. J'ai dit que s'il n'y a pas eu de problème, ben, il n'y aura pas de problème. Et ça, Salah Debbouze, pourquoi pourquoi le régime il a toujours des solutions quand ça concerne les autres pays où il y a des conflits, mais il n'a jamais de solution quand ça concerne son propre pays. Les Algériens, comme je l'avais dit, n'arrêtent pas de demander qu'il faut qu'il y ait un changement radical. Et lui, il essaye de gagner du temps, il essaye de faire durer le système, le même régime. Alors, le régime algérien, quand il s'adresse à d'autres pays, quand il parle de problèmes au niveau international, parce qu'il n'est pas concerné, il fait quoi? Il va dans les principes. Il évoque des principes universels. Ça ne coûte rien du tout de dire autodétermination, dialogue, souveraineté du peuple, etc. Ça ne lui coûte absolument rien du tout. Donc il peut dire ça. Mais avant, dans les années 70, il y avait quand même une efficacité de la diplomatie algérienne. Rappelez-vous, malgré que nous avions un régime dictatorial, totalitaire, etc., mais il participait à la solution de crises très aiguës. Le problème des otages américains en Iran, c'était la diplomatie algérienne qui avait agi pour trouver une issue à ce problème. Mais où sont les actions au niveau international? Il n'y a rien. Il y a des discours. La Libye s'embrase. La Tunisie a connu des problèmes énormes. Il y a un problème entre l'Algérie et le Maroc. Alors, moi, je dis à Tebboune, fais un mot. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne peux pas faire ce que tu conseilles aux Libyens de faire entre eux? Pourquoi tu ne le fais pas avec le Maroc? وعلاش ما تفاهمش مع المغرب وتحل المشكل هذا pour construire en Afrique du Nord ouvert au peuple? Alors donc, ce sont des discours creux. Le pouvoir algérien a non seulement perdu la capacité d'agir au niveau interne, mais aussi au niveau international. Et maintenant, il ne fait que produire des discours creux. Pour moi, ce qu'a dit Tebboune sur la Libye, c'est juste pour dire que, bon, écoutez, on n'est pas absent. Or, la réalité, ce sont les Libyens qui peuvent nous le dire et qui nous le disent. L'Algérie n'a aucune présence en Libye et n'a absolument aucune influence. D'ailleurs, heureusement, parce que peut-être que si elle allait influencer, elle pourrait le faire d'une façon négative au lieu de le faire de façon positive. Très bien. Restez avec nous, Salah Debbouze. Yahya Bounoir, Tebboune, bien sûr, dans ses déclarations, parle que l'Algérie, elle peut jouer un rôle. On ne peut pas trouver de solution sans l'Algérie. C'est ce qu'il dit. Mais pourquoi on propose toujours, on a toujours des solutions quand il s'agit des conflits qui sont loin de l'Algérie, mais jamais de solution quand il s'agit de l'Algérie et de sa politique intérieure. Pourquoi donner des conseils aux autres alors que ce qui se passe chez nous, personne ne peut le comprendre qu'un peuple s'est soulevé plus d'une année et rien ne s'est produit. Malheureusement, on est en train de reculer. Bon, je pense que Salah Debbouze a bien répondu.
Ils n'ont de solution ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Influence zéro, c'est terminé. Et je pense que c'est très bien comme ça. Quand on voit comment ils raisonnent à l'intérieur avec répression, 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 vaut mieux qu'ils n'aillent pas s'occuper des autres parce qu'ils vont les emmener au mur comme ils ont emmené l'Algérie au mur. Donc c'est parfait. Tebboune, il parle dans le vide pour rien dire. Pour répondre à notre ami tout à l'heure, juste pour lui dire que je suis totalement d'accord avec lui. Quand j'ai évoqué le vendredi pour dire votre répression ne suffira pas, c'est pas pour dire qu'il faut sortir que le vendredi. À l'inverse, après le corona, il faudra sortir tous les jours. Le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, jusqu'à la chute de ce régime. C'est la seule solution. Et donc je suis entièrement d'accord avec votre invité. Et beaucoup de gens sont en train de travailler à ça. Et je pense que les généraux sécuritaires savent qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train de se nouer et ils essayent avec la répression d'empêcher ce qu'ils ne peuvent plus empêcher. Donc il faut se préparer à l'après-corona, mais changer la manière. Ce ne sera plus 1 ou 2 jours par semaine, mais tous les jours de la semaine. Et croyez-moi, au bout d'1 semaine, 10 jours, ce régime tombera. Comme un château de cartes, parce que c'est un régime très faible, très affaibli, par contre qui est maître dans l'art de cacher ses faiblesses, de montrer qu'il est fort, de faire sortir des Tebboune, faire des discours sur la Libye. C'est incroyable, alors que à l'intérieur, il y a des gens qui se battent pour un sachet de lait et qui envoient des jeunes en prison pour un post sur Facebook et viennent donner des leçons à l'international. Donc ils cachent leur faiblesse, mais ce régime est très très faible. Il n'a jamais été aussi faible. La moitié de ce régime est en prison. L'autre moitié est elle aussi coupée en deux. Il y a 2 clans, les uns contre les autres. Et croyez-moi, quelques jours de suite, dans la rue, massivement, avec des millions d'Algériens, et on parlera de ce régime au passé. Très bien. Mostafa Marzouzi, Yahya Bounoir dit que ce régime cache sa faiblesse, mais il ne cache pas sa politique. Au contraire. Vous savez, ce pouvoir à Nassar, qui tiennent ce fameux adage qui dit, comme le dit le prêtre, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Il se vante d'être un médiateur très, très rentable pour les conflits régionaux, continentaux, même internationaux, mais il ne peut même pas gérer sa propre crise interne, je dirais, hein, parce qu'il ne pourra jamais gérer la colère et la contestation du grand peuple algérien. Donc aujourd'hui, encore une fois, Nassar, nous avons fait affaire à un pouvoir en mal d'inspiration, un pouvoir finissant, un pouvoir qui est atteint d'un cancer métastasé. Après le départ de Ben Saleh qui était malade, nous avons eu droit à un président autoproclamé, désigné, qui a essayé au début de jouer à la carte de l'indépendance de la prise de décision. Maintenant, tout est clair. Nous avons affaire à un pouvoir occulte, à une politique du tout répressif, à l'étouffement des libertés, à la répression de cette grande révolutionnaire. Nous n'avons plus le choix. Toutes les forces vives de la nation qui aspirent à un véritable changement, qui aspirent à faire partir ce régime, doivent fédérer les forces, doivent s'unir. Maintenant, c'est pas pour critiquer l'opposition. Aucune solidarité, par exemple, avec les détenus, avec les journalistes, même pas par le biais d'une déclaration à ça. C'est pas normal. Nous avons des députés, entre guillemets, d'opposition. Pourquoi ils ne se déplacent pas durant le procès? Pourquoi ils ne font pas des actions à l'intérieur de l'hémicycle pour dénoncer tout ça? Ils ne démissionnent pas de leur poste de député, mais ils boycottent les sessions. Ils n'ont pas à boycotter les sessions s'ils ne démissionnent pas. Ils doivent être à l'hémicycle pour porter la voix des opprimés à Nassar. Ils ne le font pas. Voilà le contraste à Nassar aussi. Quand vous avez affaire à un pouvoir
un pouvoir totalitaire, mais vous n'avez pas une opposition digne de ce nom. Donc la balle est dans le camp du peuple. C'est au peuple de prendre sa destinée entre ses mains. Il ne doit pas attendre une opposition fictive pour mener cette révolution. D'ailleurs, nous disons à quiconque le droit de parler parce que nous sommes en train de voir une tentative de récupération de certains partis dits d'opposition qui sont en train d'essayer de récupérer cette colère des Algériens. Je leur dis stop, basta. Ils l'ont fait en 2001, comme ils ont voulu récupérer le mouvement des Arabes. Maintenant, ils veulent récupérer cette révolution. Basta, vous avez échoué au même titre que le pouvoir. Moi, je crois à une chose. Je crois au génie du peuple algérien. Très bien. Restez avec nous, Moustapha Marzouzi. Salah Debbouz, est-ce que le pouvoir, il a des choix ou le choix qu'il a est seulement d'aller vers l'ouverture que les Algériens demandent, surtout que les Algériens sont déterminés à reprendre cette révolution après cette pandémie? Le pouvoir n'a pas de choix. Et je vais peut-être vous étonner. Il ne peut pas s'ouvrir. Il ne peut rien concéder parce que la première chose, s'il s'ouvre à la démocratie, la première chose qu'il va se faire, c'est de lui demander des comptes. Ce pouvoir a fait énormément de mal. C'est l'une des raisons qui font qu'il ne cédera pas. Alors pour les gens qui attendent que le pouvoir comprenne quelque chose pour qu'il peut céder, pour qu'il peut donner quoi que ce soit, peut-être qu'il y en a qui avaient compris ça très tôt, comme Hossein Ahmed en 1963. Il y en a qui l'ont compris un peu plus tard, les années 70. Il y en a qui l'ont compris, il y en a qui ont eu un peu d'espoir avec Chadli, mais ils l'ont compris après que malgré tout ce qu'il montrait comme visage d'homme ouvert, etc., il ne pouvait rien parce qu'il y avait des comptes à rendre et on ne peut pas, le pouvoir n'acceptera jamais de rendre des comptes. Après les années 90 et après la période de Bouteflika, s'il reste maintenant quelques-uns qui pensent que le pouvoir peut comprendre, il peut céder quelque chose, il leur fera un peu de temps pour comprendre. Mais ce qui est certain, en tout cas, selon mon analyse à moi, je pense que ce pouvoir doit partir par un rapport de force populaire, décisif et sans appel. Et la révolution ne doit en aucun cas croire à un miracle possible de ce pouvoir. Il faut refaire les fondements de l'État à la base. Il faut construire un État qui convient à tous les Algériens. On ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Il y a trop de mal. Il y a trop de mal. Et même dans la méthode, il faut rétablir le facteur confiance. Et pour rétablir le facteur confiance, une chose, à mon avis, est primordiale, c'est la justice de transition qui doit ouvrir tous les dossiers, mais absolument tous les dossiers, pour savoir ce qui s'est passé en Algérie depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, qui a fait quoi, pourquoi, comment. Et en ce moment-là, on pourrait peut-être aller vers une politique de conciliation, de reconstruction de l'État, etc. Il y a eu trop de crimes, je qualifierais de crapuleux, envers le peuple, et ce pouvoir fait tout pour rester sur place et pour effacer toutes les traces des crimes qu'il a commis ou qu'il a fait commettre aux dépens des intérêts de l'Algérie. Ce n'est pas seulement des gens qui sont morts. Vous savez que, par exemple, les essais nucléaires qui se sont passés après 1962,
sur 21, je crois, essais nucléaires que le pouvoir colonial a commis en Algérie, il n'y a eu que 4 avant l'indépendance. Tout le reste, c'était après l'indépendance, sous l'autorité de ce régime. Parmi les effets de ces essais nucléaires, il y a des victimes futures qui ne sont même pas nées. Ça, c'est un dossier qu'il faut traiter sérieusement. C'est très, très grave, je ne trouve pas les mots. Il y a beaucoup de dossiers de ce genre qu'il faut vraiment traiter, ouvrir, et pour après pouvoir passer à autre chose. Merci, Maître Debbouze. Merci. Moustapha Maazouzi, le mot de la fin. Maître Debbouze dit on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Est-ce que vous pensez que ce régime a le choix, mais seulement d'aller vers un vrai changement que le peuple demande? Moustapha Maazouzi? Moustapha Maazouzi, est-ce que vous êtes avec nous, Moustapha Maazouzi? Je pense qu'on l'a perdu. Yahya Bounouar, je vous pose la même question. Pourquoi ce régime n'essaie pas de saisir cette occasion qui est historique pour aller à un vrai changement? Il le sait très bien. Lui qui l'a soutenu, cette Aïsaba, il nous parle de Aïsaba alors qu'il l'a soutenu. On pourra aller peut-être à une autre Aïsaba qui va mettre cette même Aïsaba qui est maintenant en prison. Pourquoi il ne saisit pas cette occasion historique pour essayer de faire des vrais changements en Algérie? Parce que tout changement a un préalable, c'est la fin de ce régime. C'est-à-dire, on est en train de dire, la révolution dit depuis un an, notamment depuis que les Algériens crient Madaniya Meshi Askariya, fin de ce régime. C'est-à-dire, on est en train de dire aux généraux, au mieux, rentrez dans vos casernes, ne vous occupez plus de politique, faites ce que vous avez à faire, les entraînements, l'état-major, enfin le travail militaire, sous l'autorité des civils élus, avec un ministre de la Défense civile qui rend des comptes au Parlement comme tous les autres ministres. Et ça, ils ne le veulent pas. On est en train de dire aux généraux des Mokhabarat, vous allez partir soit à la retraite, soit au chômage. Parce que dans l'État qu'on veut construire, il n'y a pas de Mokhabarat, on ne surveille pas les gens. Ils font librement de la politique ou du journalisme ou du syndicalisme. Donc on est en train de les mettre au chômage, ou bien qu'ils seront mutés dans d'autres régions ou je ne sais quoi. Et donc ces gens-là s'accrochent. Ils s'accrochent, ils ont toujours décidé qui gouvernait l'Algérie. Ils continuent maintenant, alors qu'il y avait une occasion avec la Révolution, ils l'ont raté. Ils ont imposé un chef de l'État à Tebboune, comme ils avaient imposé Bouteflika, comme ils avaient imposé Zerouel, comme ils avaient imposé Chadli, etc. Ils continuent. Ils imposent des ministres. Vous voyez les ministres qui ont vendu leur âme comme Belhammer et les autres, hein, tout ce gouvernement et le Premier ministre Djerad, tous ces gens-là n'ont qu'une fonction, justifier ce que font les militaires et servir de façade civile. Donc ils veulent garder ce régime et les Algériens veulent en finir avec ce régime. Ils ne veulent pas d'une façade civile dirigée comme des marionnettes par des généraux. Les Algériens veulent avoir en face des responsables qu'ils ont choisis eux-mêmes un jour et qu'ils peuvent dégager 3 ou 4 ans après parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot à travers des élections libres et honnêtes. Et c'est ce que refusent les généraux. Jusqu'à présent, ils considèrent que les Algériens n'ont pas le droit de choisir leurs dirigeants, mais que c'est à eux de leur imposer les dirigeants que eux ils veulent, c'est-à-dire leurs propres marionnettes. Et donc, votre invité a entièrement raison, il n'y a rien à attendre de ce régime, puisqu'on n'est pas en train de parler de Tebboune ou de ceci, on est en train de parler des marionnettes. Yahya Bounouar, vous dites qu'il n'y a rien à attendre de ce régime. Donc, quelle sera la réaction des Algériens après donc, la fin de cette pandémie? Très clairement, il faut les faire tomber. Il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que vous allez faire avec des gens qui non seulement s'accrochent, envoient des jeunes en prison, font tout ce qu'il y a à faire pour détruire ce pays?
Ils doivent tomber. Ils doivent tomber par une révolution pacifique dans la rue. Et encore une fois, le vendredi et le mardi ne suffira pas. Il va falloir rester dans la rue, sacrifier 1 semaine, 2 semaines de sa vie pour enfin faire tomber ce régime et commencer à construire quelque chose d'autre. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de négociation possible. La seule négociation commencera une fois qu'ils seront tombés. On négociera ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'on le fait maintenant ou plus tard? Est-ce qu'on va à une justice de transition? Est-ce qu'on fait la justice et vérité sur ce qui s'est passé depuis 62 et notamment dans les années 90? Cela, on le discutera après. Mais avant de discuter de quoi que ce soit, il faut d'abord les faire tomber et les Algériens ont la capacité de les faire tomber. Encore une fois, une mobilisation de plusieurs jours consécutifs dans la rue et ce régime tombera parce que le monde entier va enfin voir qu'il ne gouverne plus l'Algérie. Si on les bloque, ils ne peuvent plus exercer l'autorité politique sur les Algériens, ils tomberont parce qu'ils ne sont au pouvoir et ne peuvent se maintenir au pouvoir que parce qu'ils exercent la politique et ils exercent leur autorité. Les empêcher d'exercer l'autorité, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus gouverner ce pays. Très bien. Yatik Saha Yahya Bounouar. Dernier mot, Mustafa Mazzouzi. Il faut attendre rien de ce pouvoir, dit Salah Debbouz. Yahya Bounouar dit qu'il faut continuer. Comment vous voyez les choses évoluer après la fin de cette pandémie? Vous savez, Nassar, vous êtes témoin, j'étais l'un des rares hommes politiques à avoir cru en un soulèvement populaire. Et pourtant, Dieu sait que je suis un démocrate avéré. Et avec des régimes dictatoriaux comme le nôtre, j'ai toujours pensé que seul un soulèvement populaire pacifique allait mettre un terme à cette dictature. Donc, moi, je reviens toujours à la révolution. Nous avons fait l'une des plus grandes révolutions de l'histoire contemporaine, quand même, à Nassar. Moi, je m'inspire toujours de la déclaration du 1er novembre. Moi, je rends hommage à cette poignée de nationalistes. D'ailleurs, on vient de perdre un des membres, un des 22, Abdelkader Lamoudi, Allah yarhamou. Donc, ce groupe-là, quand il avait décidé de déclencher la révolution Nassar, il n'a pas attendu à ce que tout le peuple algérien le soutienne. Mais il savait, il y avait l'esprit et la lettre de la déclaration. Il savait bien que le peuple allait le soutenir. Donc il nous faut un groupe d'élite, comment on appelle ça, une intelligentsia qui va secouer les consciences, parce que nous sommes devant une situation gravissime. Moi, je compare cette situation à une situation de guerre en Nassar. Nous sommes en guerre froide face à ce pouvoir tyran qui ne croit pas aux libertés, qui ne croit pas à la démocratie, qui ne croit pas au dialogue, qui ne croit même pas à l'identité. Nous avons peur en Nassar demain avec l'amendement de la Constitution. Tamazirt va être effacé parce que les discours haineux, les campagnes médiatiques menées par les Doubèbes contre toute une région de Kabylie à qui on veut dénier le droit d'exister même. Donc c'est très grave. Donc seule une prise de conscience, seule une grande mobilisation. Il faut que les partis politiques s'effacent. Il faut qu'ils se fondent dans ce mouvement citoyen. Il ne faut pas que ces députés restent encore députés. C'est la honte d'être député en ce moment. Ils doivent démissionner en affaires, ils doivent rejoindre le peuple. Bien, merci. Ils ne doivent pas penser à leurs propres intérêts. C'est comme ça qu'on gagnera la guerre contre ce pouvoir. Merci Mustafa Mazzouzi. Merci Yatik Saha. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie Yahya Bounouar, journaliste qui était avec nous, Maître Salah Debbouz, avocat, défenseur des droits de l'homme, qui était avec nous aussi, Mustafa Mazzouzi, journaliste, militant politique. On s'excuse, on n'a pas pu joindre Maître Mustafa Bouchachi pour être avec nous dans cette émission. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Je voulais juste rendre un hommage à Abdelkader Lamoudi, le grand Moudjahid. Il a rendu l'âme
hier, lundi, à 95 ans. C'était l'un des groupes du 22. Rabbi Rahmou, Inch'Allah. Quoi qu'on dit de notre politique, de parler ce qui se passe maintenant en Algérie et les défis que vit notre peuple et notre nation. Certes que vous avez entendu que les invités n'ont pas arrêté de dire que l'heure est grave. Mais aussi, quand on voit des personnalités comme ce grand Moudjahid qui a dédié sa vie pour que l'Algérie vive libre et indépendante, je pense qu'on doit avoir on doit comprendre que notre pays a souffert, mais aussi beaucoup d'espoir pour cette jeunesse qui n'a pas arrêté de sortir depuis le 22 février 2019. Elle demande seulement un vrai changement en Algérie. بقوا على خير وصحة فطوركم.